Donc en quoi la crise terminale du capital n'est pas qu'une crise économique, mais aussi une crise ontologique? Alors, il faut en revenir à toute l'œuvre de Marx, qui est animée par ce principe méthodologique que Marx a fait surgir en théorisant les luttes de classe les plus radicales, à l'aune de la conception dialectique de Hegel. Ce qui est décisif, c'est que Marx a renversé la philosophie, il a renversé l'économie, il a renversé la politique, et il est arrivé à une conception radicale de critique de l'économie politique. Tout le monde est dans l'économie politique parce que tout le monde veut proroger les catégories aliénatoires du capital et de la domestication. Tout le monde proroge l'État, tout le monde proroge l'argent, et de l'extrême droite la plus radicale à l'extrême gauche la plus radicale, on produit des économies politiques nouvelles, des économies politiques différentes, des économies politiques de restructuration. Marx est le premier qui pose la critique radicale de l'économie politique pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. Il a donc un regard de l'économie qui n'est pas un regard de l'objet économie, puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'objet. Il dit, dans l'intégralité de son œuvre, et je renvoie en particulier vos auditeurs aux thèses sur Feuerbach dans l'idéologie allemande, que le présupposé radical de toute méthodologie subversive, c'est la compréhension dialectique du fait que tout est mis en relation dialectique. Le fétichisme de la marchandise, ça n'est pas un objet. La marchandise n'est pas un objet. Le capital n'est pas un objet. L'État n'est pas un objet. Ce sont des dialectiques historiques qui mettent en marche des positionnements relationnels entre les diverses sphères de l'aliénation universelle. Donc, l'économie n'est pas un objet statique, c'est une dynamique historique d'aliénation qui est positionnée autour de l'articulation valorisation-dévalorisation, qui rend compte de l'articulation exploitation-coercition, et qui renvoie à partir de là au fait que la dialectique qui produit le capital autour du travail vivant, autour du travail mort, au travail de l'exploitation, au travers des machines, au travers de l'homme aliéné, fait que ce qui produit le devenir de l'histoire, c'est une implication réciproque. Le travail produit le capital et le capital reproduit le travail. Donc, le sujet de l'économie, c'est cette dialectique, c'est cette relation entre le prolétariat et le capital. Il n'y a du capital que parce qu'il y a du prolétariat exploité à titre humain, et c'est la part de travail non payée dans cette exploitation du travail humain qui permet des incréments de valeur qui suscitent la dialectique possible du profit envisageable. La machine ne produit pas de profit, seul le travail humain permet une dialectique du profit par la mise en marge de la plus-value extorquée. Et le capital est obligé d'avoir recours à des machines qui ne produisent pas de valeur parce que sa concurrence planétaire au niveau de la dialectique du marché mondial nécessite, par rapport aux concurrents, de toujours produire plus à un prix plus bas. En domination formelle, cette dialectique est contrôlée et on est sur un rapport qui, au niveau de la plus-value, est structuré sur ce qu'il appelle la plus-value absolue. C'est-à-dire que pour produire de la plus-value, pour produire effectivement une dialectique de profit en expansion, il faut faire travailler les gens plus, il faut payer les gens de manière moins élaborée. Et ça, c'est l'articulation centrale. En période de domination réelle, on passe sur une dialectique de plus-value relative. La plus-value relative, c'est le fait que l'essentiel des incréments humains extorqués est dû à une robotisation qui va pomper le sang des vivants. Le robot ne produit pas le sang vivant de la plus-value. Le robot, par sa mécanique, par sa cybernétique généralisée, va pomper le sang des vivants. Donc plus il y a de robots, plus il faut pomper de sang humain, et c'est ça, cette plus-value relative. La plus-value relative, c'est le fait, par exemple, en comparaison à la plus-value absolue, que au temps des mines et des sidérurgies du 19e siècle, il fallait, pour produire 100 en termes de plus-value, des milliers d'ouvriers pendant des heures et des heures.
aujourd'hui à Airbus, c'est le temps technologique de la plus-value relative. Pour produire la même chose, il suffit parfois de 10 minutes, avec simplement 2 ou 3 salariés. Et c'est pour ça que Marx insiste sur le fait, contrairement à l'ultra-gauche champapieriste contemporaine, que l'ouvrier le plus exploité, c'est l'ouvrier européen des mégapoles technologiques les plus concentrés et les plus modernes, c'est pas le chiffonnier de Calcutta. Le chiffonnier de Calcutta vit dans une misère noire, mais l'exploitation n'est pas un concept misérabiliste, c'est un concept objectif de dialectique historique. Donc, si j'ai un regard humanitaire, je dis effectivement que l'ouvrier de Calcutta, dans son quotidien, est dans une crasse abominable, qu'il n'a pas de quoi manger, qu'il n'a pas de quoi se vêtir, qu'il n'a pas de quoi vivre. Je peux dire ça. Mais je ne peux pas dire qu'il est plus exploité que l'ouvrier métallurgique des firmes industrielles les plus modernes d'Europe. C'est le contraire. Parce que même exploité en plus-value absolue, comme il l'est, l'ouvrier de Calcutta ou de Bombay, produit en termes de plus-value extorquée 2. Alors que le sidérurgiste moderne qui a ses 3 frigidaires et sa maison de campagne, il produit 6000. Donc, ce que nous apprend Marx, c'est que ce qui est important, c'est de voir le salaire relatif et non pas le salaire réel ou le salaire nominal. Le salaire nominal, c'est la somme que je touche. Le salaire réel, c'est la somme que je touche au regard du mouvement des prix. Mais le salaire relatif, c'est ce que je touche au regard de ce que je produis comme incrément de valeur. Et donc, le salaire relatif dont ne parlent jamais les réformistes, qui est le salaire radical, le salaire réel qui témoigne de l'exploitation, c'est le salaire qui dit l'abîme entre la masse de profits produits par l'ouvrier moderne européen des grandes concentrations industrielles et le salaire qu'il touche. Alors bien évidemment, le salaire qu'il touche est bien plus élevé que celui du chiffonnier de Bombay, mais dans le comparatif somme donnée, profit produit, c'est là qu'est le grand écart. Donc, toute cette dialectique mondiale qui fait que la machinerie du capital se met en mouvement, elle permet au capital d'avancer, elle permet au capital de se développer et d'intégrer la totalité de la planète, mais il y a un moment donné où la contradiction entre le travail machine et le travail homme est telle que le capital, pour compenser la baisse de son taux de profit, la baisse du taux de profit vient du fait qu'il y a de plus en plus de machines et de moins en moins d'humains, le capital est obligé de faire le contraire de ce qui le valorise à la racine pour pouvoir compenser, vendre et conquérir des marchés. Il y a donc un moment où la baisse du taux de profit est telle que les saturations du marché sont gigantesques. Donc le capital, aujourd'hui, dans cette phase de domination réelle achevée, où le capital est lui-même, le capital n'est plus comme dans sa période de domination formelle un hybride, quelque chose qui est à la fois lui et ce qu'il y avait avant, il est purement lui-même. Il est dictature absolue de sa contradiction valorisation-dévalorisation, machine-travail humain, et il est en train d'atteindre, malgré les 2 guerres mondiales, malgré les restructurations, malgré les chaos monétaires, malgré les chaos terroristes, et malgré toute la débauche de crédit qui s'est mise en marche, un point où la production de sa reproduction devient absolument impossible. Et c'est là où se pose le problème de qu'est-ce que la révolution. La révolution, dit Marx, c'est pas simplement le moment où l'économie ne peut plus se reproduire, c'est le moment où l'économie politique de l'existence humaine asservie ne peut plus se reproduire. Donc, le moment où le capital rentre dans cette crise terminale, c'est l'objectivité impossible, réellement advenue, du procès d'auto-présupposition du capital. Le procès d'auto-présupposition du capital, c'est cette dialectique interactive entre le travail qui produit le capital qui produit le travail. D'ailleurs, pour ça que les luttes réformistes qui ne développent pas une radicalité permettant le renversement, elles témoignent à la fois du mécontentement ouvrier et de la vie humaine qui traverse l'aliénation, mais elles sont aussi un agencement qui permet au capital de se moderniser. La lutte réformiste est à la fois le cri des hommes qui n'en peuvent plus, mais elle est en même temps une technique au niveau de la dialectique du capital pour se moderniser. Parce que chaque fois qu'une lutte réformiste a abouti sur un champ donné, elle oblige le capital, dans la dialectique du taux de profit, à mettre en marche des mesures de modernisation qui vont encore accélérer la baisse du taux de profit. Donc le capital, dit Marx, c'est un serpent qui se mord la queue. Chaque fois qu'il bute sur une impossibilité
il la résout, mais en créant une impossibilité supérieure. Et on a donc à un moment donné la fameuse crise terminale, la crise cataclysmique, non plus de phase capitaliste en tant que telle, mais du mode de production capitaliste en tant que tel. Et cette crise radicale qui pose la possibilité de l'émergence révolutionnaire, elle la pose parce que le capital abolit son auto-présupposition. Le capital, au moment où il ne peut plus valoriser son développement parce que les marchés sont totalement saturés, qu'il y a la crise du crédit qui s'est retournée sur lui-même, il est dans une crise objective qui le rend impossible de valoriser sa valorisation. Et ça devient en même temps une crise de l'humanité aliénée. Il n'y a donc pas quelque chose qui fonctionnerait en deux temps. Une crise d'infrastructure, les gens qui sont jetés à la rue et puis qui commencent à bouger comme ça mécaniquement. C'est pas une mécanique, c'est une dialectique. C'est une dialectique de conscience parce que c'est une dialectique de position et d'oppositionnement. Donc la crise terminale, c'est la crise par laquelle le capital ne peut plus reproduire sa valorisation. Mais la valorisation de l'économie politique, c'est aussi la valorisation de la domestication. Et c'est parce que la crise de la valorisation de la reproduction économique en tant que circulation de marchandises produit la crise de la circulation des marchandises humaines domesticatoires que le mouvement du surgissement révolutionnaire est possible. Donc l'automouvement n'est pas une mystique éthérée. L'automouvement du prolétariat est la conséquence logique et dialectique de la crise de l'automouvement du capital devenu impossible. L'autoprésupposition du capital qui s'invalide, elle crée le procès de caducité de la marchandise, et le progrès de caducité de la marchandise devient le progrès de caducité de la domesticité et de la domestication. Donc les gens ne se mettent pas à bouger comme ça par un déclic magique, mais c'est parce que la crise de la conscience fausse devient généralisée, et que la crise de la conscience fausse, qui est la crise du capital en mouvement, produit par son renversement l'émergence universalisée et universalisante de la conscience vraie. Et on reprend en beaucoup plus déployé ce qui se passe à Barcelone en 1936, c'est-à-dire que vous avez une masse de gens qui se mettent en mouvement parce qu'il y a une crise économique, politique, sociale et militaire claire à un moment donné, que sur un champ donné, limité et circonscrit, il y a une crise de l'autoprésupposition des mensonges de la République espagnole à ce moment-là. Le prolétariat se met en mouvement, et il se met en mouvement non pas mécaniquement, mais en tant qu'il est l'expression dialectique de cette crise de reproduction. Donc là, c'est une toute petite période sur un champ géographique limité, mais au niveau mondial, Marx nous montre que c'est ça qui sera en jeu, la crise planétaire de l'autoprésupposition du capital, qui en domination formelle ne pouvait pas avoir lieu, qui en domination réelle réalisée se réalise en réalité totale. Et c'est la crise du tout, alors on retrouve les présocratiques, Hegel, etc. Dès lors que c'est la crise de la totalité, c'est la crise de l'intégralité de ses parties constitutives, donc c'est en même temps la crise de toutes les légitimités de domination du capital, et c'est pour ça que le capital ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus fonctionner parce que sa matrice ne fonctionne plus, et que tout ce qui découle de sa matrice atteint le point de son impossibilité.